madame parle, il faut vous asseoir. Non, elle parle assez comme ça. Hein. D'ailleurs, elle dit des choses pas gentilles sur moi. Que monsieur Braic s'assoie. Très bien, merci. Alors, juste un mot, merci aux personnes qui ont fait le ménage avec nous ce matin. C'était pas prévu et on vous en est très reconnaissant. Oui, non, vraiment, on en avait besoin. Donc, un grand merci à cet esprit d'association qui est quand même très touchante. Donc, nous avons une dernière journée qui, à la Paul Charby, est encore plus chargée que les autres, puisque nous avons une matinée bataillon suivie d'une après-midi artiste. Donc, je vais laisser tout de suite la parole à Isabelle Granier, qui est astrophysicienne et qui va nous éclairer ce que André Braic a tenté de nous expliquer peut-être hier. J'essaierai surtout de ne pas parler à... C'était quoi, 333 tours par seconde ou... Oui, à peu près. Attends, on laisse les gens s'asseoir tranquillement. De toute façon, on est en retard, hein, donc c'est pas grave. Donc l'idée, d'abord, merci d'avoir eu le courage de vous lever ce matin, parce qu'après la nuit mémorable d'hier soir, ça a dû pas être facile. Donc merci à tous. Les amis, c'est quand on a des problèmes qu'on les rencontre. Alors j'ai plein d'amis aujourd'hui, c'est formidable, pour le réveil et la peine d'oreiller ce matin. Donc d'une part, et d'autre part, ce que je vais essayer de vous faire, c'est le plus grand voyage que vous allez jamais faire. Donc, mais l'ennui, c'est que j'ai 40 minutes pour le faire. Donc, ça va être un petit peu sportif. Ça va être pire qu'André, parce qu'André, il est resté dans la banlieue, il a pris son temps, mais il parlait vite. Moi, je vais essayer de parler moins vite, mais j'ai pas la banlieue à faire. J'ai des milliards d'années-lumière à faire. Donc, on va essayer. Oui, Paul, si ça t'ennuie pas de fermer les portes, parce que tu sais, les images d'astro, elles sont noires sur fond noir. J'y peux rien. Donc, l'idée, c'est de parler de l'univers d'hier et de demain dans le sens du devenir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il peut advenir à cet univers, d'une part, et de partir du principe que nous a soufflé Balzac, c'est qu'on ne peut devenir que ce que l'on est. Donc on va essayer de jouer, j'ai volé à Jean-Claude Ménard une de ses toiles ici, pour son double sablier, vous avez j'ai rajouté la Terre, hein, c'est pas lui, le double sablier qui va nous emmener dans le passé d'un côté et dans la... Je suis en panne. Merci. Et vers l'avenir de l'autre côté, donc, et le présent de ce côté-ci. Donc vous allez toujours voir cette image représentée pour vous guider un petit peu quand je suis en train de faire de la voltige en arrière ou en avant dans le film, d'une part, et d'autre part, pour essayer de vous remonter un petit peu, d'après ce qu'on sait de ce qui s'est passé dans le passé, qu'est-ce qu'on peut essayer de projeter un petit peu sur l'avenir. Donc quel avenir le devenir de l'univers nous prépare pour voir ce qu'on peut essayer d'en tirer. Et puis un petit clin d'œil à la soirée d'hier soir, parce qu'elle était vraiment magnifique et sympathique au possible. Donc on a un voyage de quelques milliards d'années-lumière à faire. Donc Salvatore Adamo hier soir nous a suggéré un moyen de le faire, c'est de prendre un poisson qui voulait sortir de l'ordinaire pour aller mordre une étoile et se promener dans le ciel et dans tout l'univers. Donc je vous convie à ce petit voyage en enfourchant non pas le poisson de Salvatore Adamo, mais le poisson de Jean-Claude Ménard que j'ai trouvé en urgence, et donc de suivre le chemin. Alors pourquoi on peut faire ça? Pourquoi on peut attraper un poisson et se balader dans le ciel? C'est parce qu'en fait on a plein de poissons, c'était les démons d'hier de Mathias, on a plein de poissons qui nous font le travail, ce sont tous les grains de lumière qui se promènent dans l'univers, qui sont partis d'endroits différents et qui, le temps qu'il nous arrive, nous montrent donc une photo de ce qu'il n'est pas aujourd'hui, mais de ce que c'était quand la lumière est partie de ces objets. Donc quand vous regardez la Lune, qui était magnifique hier soir avec Vénus à côté, vous regardez la Lune d'il y a une seconde, avant, vous regardez le Soleil 8 minutes avant l'image que vous appréhendez, les étoiles que vous voyez à l'œil nu autour de nous, il y en a quelques-unes, celle-là vous la voyez pas, c'est la plus proche de nous, elle est à 4 années-lumière, vous voyez le bond gigantesque entre le système solaire et le monde des étoiles. La grande constellation d'Orion, vous voyez que l'étoile bleue rouge en haut à gauche a mis 430 ans pour que l'information nous arrive, alors qu'il en faut 770, qui vous montre tout de suite que la constellation n'a aucune réalité physique, c'est simplement un jeu de géométrie dans le ciel, simplement. Donc il faut 770 ans pour que la lumière de l'étoile bleue nous parvienne. Donc vous avez une photo dans vos yeux d'Orion tel qu'il était il y a quelques siècles. Il a peut-être déjà changé.
Si vous allez vous promener dans la Voie lactée, vous regardez la Voie lactée qui barre le ciel en regardant les régions centrales. C'est un petit peu difficile ici, l'été ça doit être vraiment au ras de l'horizon, mais aller dans l'hémisphère sud c'est beaucoup plus facile. Et là vous voyez en gros 26 000 ans en arrière, parce que le centre de la galaxie, il faut 26 000 ans à la lumière pour nous parvenir. On refait un bond gigantesque pour aller aux galaxies d'à côté, c'est des millions d'années. Et celle-là, vous la voyez très bien dans le ciel de Mouansartou. Et puis, on va faire un bond en arrière pour aller jusqu'à la lumière fossile du Big Bang. Ça vaudra 13,75, les deux chiffres significatifs sont vrais maintenant, 75 milliards d'années-lumière, donc 13,75 milliards d'années dans le passé. Donc, on va s'habituer un petit peu à la distance comme ça entre nous. Donc, on va commencer par le système solaire. Le système solaire donc d'aujourd'hui, avec 8 planètes, et on va essayer de regarder ce qu'il était donc dans le passé et dans l'avenir, et tous ces objets, je vais passer du passé pour projeter un petit peu ce qu'ils vont faire dans l'avenir. Donc, on va... Tiens, ça ne marche plus, j'ai plus de piles. Bon, dans le passé, donc il y a 4,567 milliards d'années, le disque du Soleil n'était pas un grand vide avec des planètes qui se baladaient dedans, mais simplement un disque de gaz et de poussière. Et André vous a flashé hier comment on passait de gaz, de poussière jusqu'à des objets, et des petits objets, et de plus grands objets, et ensuite simplement quelques planètes et quelques débris qu'on appelle les astéroïdes ou les comètes. Si on projette ça, on connaît mal comment ça s'est formé, mais on peut essayer de projeter ce qui va se passer, et là je le vais vite parce qu'André en a parlé, mais si on projette dans 1 milliard d'années, le Soleil sera un peu plus chaud, donc la Terre va avoir des problèmes, les océans vont s'évaporer, il va commencer à faire trop chaud sur Terre. Par contre, si on continue un petit peu plus loin dans la suite, vers 7 milliards, 6-7 milliards d'années de maintenant, on va se retrouver dans cette position, le Soleil est devenu une géante, il est déjà très très grand, mais il va devenir des dizaines de fois plus grand, fois plus grand, et vous allez avoir le Soleil quasiment sous le nez de la Terre, parce qu'on aura reculé un tout petit peu à ce moment-là, et on aura un caillou assez incandescent à la place de la Terre, avec le ciel barré entièrement par le Soleil. Et le Soleil, quelques centaines de millions d'années plus tard, va commencer vraiment à perdre beaucoup de matériaux, et vous allez vous retrouver avec une petite étoile, qui va ressembler à celle-ci, voilà l'étoile, et voilà tout ce qu'elle a perdu autour d'elle. Ces volutes de gaz incandescents vont partir aux alentours, et donc dans 7,5 milliards d'années, la Terre sera enfouie à l'intérieur d'une bulle comme ça, beaucoup plus grande qu'elle, avec des lueurs, un peu comme des aurores boréales dans tous les sens. Ce sont des photos en couleur naturelle ici. Donc vous voyez, on aura un ciel très coloré autour de nous. Donc, comment on peut savoir ça? On peut savoir ça parce qu'en fait, le devenir d'un objet dans l'univers est pratiquement scellé le jour de sa naissance, quand il a accumulé une certaine quantité de matière. Pratiquement, parce qu'après, il y a des jeux de rencontres qui peuvent un petit peu modifier, mais c'est très, très rare. Donc on sait que le Soleil a accumulé une certaine quantité de matière qu'on appelle une masse solaire par unité de référence, et donc sachant cela, je sais qu'il va avoir ce destin de grandir, de brûler tranquillement son hydrogène, de grandir, de devenir une géante rouge au bout du 10-12 milliards d'années, et puis après de quitter toute son atmosphère, va s'envoler, se détacher, et il va devenir une petite étoile tranquille qui va simplement refroidir dans le temps, et elle va mettre un temps de plusieurs dizaines de milliards d'années pour refroidir. Et là, c'est le sujet de l'année prochaine pour Pierre Bustani, ce sont des usines à molécules extraordinaires, ces phases-là. Donc, par contre, si vous prenez une étoile plus massive, plus que 8 fois la quantité de matière du Soleil, alors là, elle va finir de manière beaucoup plus dangereuse, c'est-à-dire une explosion, et derrière l'explosion, vous allez laisser un débris compact au centre de l'explosion, qui pourrait être un trou noir ou des choses, c'est un autre sujet. Mais le fait que vous ayez une quantité de matière au départ va vous dicter la loi de ce que va devenir l'étoile au cours des âges, et elle pourra absolument pas faire grand-chose pour éviter ce destin et cette évolution. Alors si je vous donne un exemple,
Ici, vous avez une des grandes étoiles qu'on connaît dans notre galaxie. Elle s'appelle Eta Carina. Elle était même redoutable au 19e siècle parce qu'elle a eu une série non pas d'éruptions, mais d'instabilités qui la rendaient extrêmement brillante, beaucoup plus brillante qu'elle n'est en ce moment. Elle va repartir après. Et donc, comme elle fait des dizaines de fois la masse du Soleil, on sait qu'elle va exploser. Maintenant, on ne sait pas quand elle va exploser. Est-ce que c'est dans 1 million d'années, dans 5 millions? À peu près. Ça sera de l'ordre de quelques millions d'années, pas plus. Donc, vous la voyez en photo probablement pour quelques temps, mais pas si longtemps que ça. Elle peut exploser demain, hein, c'est très possible. Et voilà ce qu'elle était si je remonte le fil en arrière, c'est-à-dire qu'il y a 3 millions d'années seulement, elle a 3 millions d'années d'âge, elle était un espèce de grumeau comme celui-ci, dans toutes ces volutes de gaz qui se trouvent entre les étoiles, qui sont la matrice de formation des étoiles. Vous avez des grumeaux qui s'isolent, vous en avez un magnifique ici, et qui va commencer à s'effondrer sur lui-même, et en s'effondrant se réchauffer, éventuellement allumer des réactions de thermonucléaire au centre qui vont faire que l'étoile va briller toute seule et avoir une source d'énergie propre. Donc en 3 millions d'années, elle est devenue cet objet assez extraordinaire, magnifique en tout cas, et dans quelques millions d'années de plus, hein, vous voyez là ça se chiffre très vite, la vie, nous le Soleil c'est 10, 12, 15 milliards d'années, alors que celle-ci en 10 millions d'années tout sera plié. Donc dans quelques millions d'années, 5 à 10 millions d'années, voilà ce qu'elle sera. Ça sera un trou noir au centre, l'explosion aura évacué une grande partie de sa matière, mais le centre sera devenu un trou noir, c'est-à-dire quelque chose que vous ne voyez pas, on en a parlé les années précédentes, je ne vais pas revenir, mais on le refera une autre fois parce qu'on trouve plein de choses sur les trous noirs en ce moment. Donc, mais c'est un objet que vous verrez parce qu'il déforme l'espace et le temps autour de lui. Alors, aller parler du devenir autour d'un trou noir, ça commence à devenir sportif, parce que comme le temps est élastique, il y a des très légers problèmes de sémantique avec l'emploi du passé, du futur antérieur, du passé antérieur, des choses comme ça. Donc, la flèche du temps n'est pas changée, mais le temps de cet objet et le vôtre sont très différents. Et vous voyez aussi directement, c'est une image d'artiste hein, ici, mais calculée par ordinateur, ce qui fait que c'est juste. Vous voyez très nettement deux étoiles ici qui d'abord sont très brillantes et secondo, elles ont quand même un air de famille. À l'œil, on a l'impression que ce sont les mêmes. Effectivement, c'est une étoile qui était placée derrière le trou noir et dont la lumière est arrivée en suivant les déformations de l'espace. Et ça vous a donné un effet de mirage. Vous avez deux étoiles identiques qui apparaissent et puis d'autres étoiles qui, au contraire, se sont retrouvées en arc de cercle. Vous voyez celle-ci complètement déformée un petit peu partout, simplement parce que la toile de l'espace a été creusée et que la lumière a suivi gentiment son chemin, mais c'était un chemin tortueux au lieu d'être un chemin en ligne droite, tout simplement. Donc voilà ce qui va arriver à Eta Carina dans 5, 6, 7 millions d'années à peu près. On fait un bond, on change de dimension, on passe sur la Voie lactée. La Voie lactée, vous avez quelque chose qui, voilà la Voie lactée telle qu'on la voit nous, c'est-à-dire quand on a pris des photos dans toute la dimension, toutes les directions du ciel et qu'on reconstitue son nuage, bien sûr. Ça, ce sont des vrais nuages dans la Voie lactée, hein, ce ne sont pas des nuages sur les photos terrestres. Donc cette photo de tout l'ensemble du ciel vu de la Terre, avec cette grande barre laiteuse qui lui vaut son nom, et qui est simplement l'ensemble des 100 milliards d'étoiles dans laquelle on habite. Notre Soleil n'en est qu'une d'entre elles, et on habite dedans, et parce que c'est un objet très plat, bah on se retrouve avec quelque chose qui est comme si vous habitiez à l'intérieur d'une assiette, où vous essayez de regarder à l'intérieur de l'assiette, vous avez une direction où vous avez plein de céramique, et d'autres directions, au contraire, vous sortez de l'assiette très rapidement. Voilà la projection qu'on utilise ici. Donc ça, c'est la vue de notre galaxie. Je vous signale en passant que sur cette image, vous avez 500 millions d'étoiles qui sont photographiées. Ce sont des vrais. Donc c'est une photographie, là, c'est plus un montage. Alors qu'à l'œil, vous en voyez 2, 3, 4000 si vous êtes dans un ciel absolument magnifique. Là, il y en a 500 millions. Ça pose des problèmes, entre parenthèses, de catalogue. Pour noter les petits noms de ces objets-là, ça commence à devenir très, très désagréable. Donc, les numéros de téléphone, c'est impossible de les mémoriser plus de 5 secondes. Hein. C'est terrible. On en est à 17 chiffres significatifs, plus 4 encore derrière pour y arriver. Non, 6. 17 plus 6. Donc, essayez de mémoriser un numéro de téléphone qui fait 17 et 6 chiffres, vous m'en direz des nouvelles. Donc, si on était capable de sortir de l'assiette et puis de regarder l'assiette vue du dessus,
on aurait un dessin d'artiste maintenant qui nous représenterait notre galaxie comme ceci, c'est-à-dire des concentrations d'étoiles lobées sur des bras spiraux, avec des régions un petit peu moins riches entre elles, beaucoup de formations d'étoiles au niveau des bras et un petit peu moins entre les étoiles, entre les bras spiraux, et puis cette grande région centrale, plus jaune, avec des étoiles plus anciennes. Plus les étoiles sont jaunes, elles sont plus anciennes, c'est comme le Soleil, elles vivent longtemps, des milliards d'années. Quand elles sont bleues, au contraire, c'est comme Eta Carina tout à l'heure, elles sont très chaudes, très actives, très massives, et elles vivent pas longtemps. Donc c'est pour ça qu'on met toujours du bleu dans les régions jeunes et du jaune orangé dans les régions plus vieilles. On connaît mal notre galaxie. J'étais à un colloque cette année. L'année dernière, je vous aurais montré une autre image où on avait 4 bras spiraux. On a perdu 2 bras spiraux cette année, désolé. C'est pas très grave, ça prouve qu'on les connaît pas bien. Et l'année dernière, je vous aurais montré un gros bulbe central, comme une espèce de grosse boule au centre. La grosse boule, on l'a perdue aussi. Apparemment, elle serait déjà plus sous forme de barre, et puis beaucoup plus raplatie que ce qu'on pensait. Donc, ce qui vous montre que entre l'année dernière et le mois de juin, on a changé tellement d'avis, quand même perdre 2 bras, c'est la moitié de la galaxie qui s'est transformée, c'est parce qu'à l'intérieur d'une assiette, c'est pas facile de décrire ce qui se passe dans l'assiette. Alors que si vous regardez l'assiette de l'extérieur, c'est beaucoup plus facile. Donc on a des difficultés aujourd'hui à cartographier tout simplement ce qui se passe à l'intérieur de notre propre objet. Alors, quid de l'aventure de notre galaxie? D'abord, quel âge a-t-elle? C'est très dur de la dater parce que comme on est à l'intérieur, c'est aussi très 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 difficile. La plus ancienne étoile de notre galaxie a 13 milliards d'années, mais ça ne veut pas dire que la galaxie dans son ensemble s'est formée en tant qu'objet collectif cohérent il y a 13 milliards d'années. En l'occurrence, c'est plutôt dans les autres 12 milliards d'années, mais on ne va pas tricher sur un petit milliard d'années d'incertitude. Voilà à quoi on ressemblait avec des fausses couleurs. Vous oubliez les cercles. Et voilà la dimension de notre cousine, la galaxie d'Andromède, à laquelle on ressemble étonnamment. Donc voilà la dimension de notre cousine, et voilà la dimension du grumeau de gaz qui a été observé ici dans une autre région du ciel. Il y a 12 milliards d'années, il a fallu 12 milliards d'années pour que la lumière de ce grumeau nous atteigne. Et ça va devenir un ensemble de galaxies, et c'est déjà devenu un ensemble de galaxies, parce que cette photo a été prise il y a 12 milliards d'années, mais entre-temps, la nature a fonctionné, et donc ce grumeau est devenu un ensemble de galaxies entre les deux. C'est un grumeau de gaz d'hydrogène, avec un tout petit peu d'hélium et pas grand-chose d'autre dedans, glacé, hein, il fait moins 270 degrés dedans. C'est pas extraordinaire, mais c'est gigantesque, il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de matière. Vous n'avez qu'à attendre, la machine fonctionne toute seule pour vous faire une galaxie ou plus 2 ou 3 galaxies avec ce matériau-là. Et il ne faut pas imaginer qu'une galaxie soit quelque chose, un objet, je vous disais, on a perdu 2 bras. C'est pas la catastrophe. D'abord, ça prouve qu'on n'est pas très sûr de nous. Mais si je reviens dans 1 milliard d'années, vous voyez le temps défiler ici dans une simulation qui vous montre combien la forme, le visage d'une galaxie évolue au cours du temps. Vous faites des dizaines, des centaines ou des millions d'années ici, vous allez faire simplement changer la disposition. Ce sont des objets, ce sont comme les ronds dans l'eau que montrait Mathias hier, ce sont des objets qui n'arrêtent pas de changer. À la surface de l'eau, vous aviez un jeu d'ondes qui se promenait dans tous les sens. C'est un peu la même chose dans une galaxie. Vous avez des jeux d'ondes qui circulent et qui vont faire que les étoiles sont plus concentrées à un endroit à un moment qu'à un autre. Et vous voyez, de temps en temps, il y a 2 bras, de temps en temps, il y en a 3, de temps en temps, il y a une belle barre au centre. Ce sont des instabilités naturelles, simplement par le mouvement collectif des étoiles. Elles ont chacune leur orbite autour du centre de la galaxie, et par le jeu des rapprochements, elles dessinent des concentrations qui ressemblent à des bras spiraux. Vous en avez 2 magnifiques en ce moment. Et si on laisse tourner un petit peu plus, on va voir voilà, la barre au centre très nette. Ce qui est notre disposition en ce moment, 2 bras avec une barre au centre très nette. Alors est-ce qu'on va pouvoir tenir cette disposition pendant très longtemps? Oui, a priori, si ce n'est qu'on n'habite pas tout seul. On habite à côté de cette immense galaxie qui nous ressemble, elle a la même quantité de matière, la même dimension,
pas tout à fait la même disposition de bras que la nôtre, mais c'est vraiment notre jumelle à tous autres égards. Et cette grande jumelle s'appelle la galaxie d'Andromède. Vous la voyez très bien à l'œil nu, il n'y a pas besoin de télescope, on la voit très bien à l'œil nu. Depuis Mouansartou, surtout l'hiver, c'est plus net que l'été, mais vous la voyez, elle est juste à côté de Cassiopée. Pour ceux qui connaissent la constellation de Cassiopée, l'espèce de W. Donc vous avez cette grande galaxie, et cette grande galaxie est en trajectoire d'interception avec la nôtre. Donc dans 3 milliards d'années, voilà ce qui va se passer, c'est-à-dire que l'une c'est la nôtre et l'autre c'est Andromède, et voilà à quoi on va jouer, au ping-pong avec deux énormes galaxies qui, je vous le rappelle, font chacune 100 milliards d'étoiles, donc il y a de quoi s'amuser avec. Et vous allez avoir ces grands... Alors, au premier, vous voyez qu'elles vont passer une première fois, puis elles ont raté un peu la fusion, donc elles vont y revenir au bout de 4 milliards d'années. Donc 3 pour le démarrage, 4 pour le deuxième passage, et 5 pour avoir cette espèce d'objet qui n'a perdu sa belle symétrie de bras spiraux et autres, et qui devient une double galaxie beaucoup plus grosse, et un objet qu'on connaît bien, qui devient comme un ballon de rugby un peu informe, très désorganisé, parce que dans la collision, tout le monde est parti dans tous les sens. On ne risque rien, la Terre sera toujours là, on est que dans 3 à 5 milliards d'années, le Soleil n'aura même pas commencé à devenir une géante rouge, donc on sera là, sans problème, pas sur Terre. Il faut qu'on émigre du côté de Jupiter ou d'ailleurs, au moins, parce qu'il fera trop chaud sur Terre à ce moment-là. Mais la collision de ces deux grandes galaxies, c'est comme si je passe les doigts les uns à travers les autres, il ne se passe rien. Ils ne vont pas se cogner, il y a tellement de vide entre les étoiles qu'elles vont s'interpénétrer sans problème. Mais par contre, elles vont mettre la pagaille dans les mouvements et on va se retrouver avec un ballon de rugby comme ça, c'est-à-dire une galaxie informe où il y a encore des traces de gaz, mais dans la collision, vous allez allumer tellement de formations d'étoiles qu'on va consommer du gaz à outrance, et une grande galaxie qu'on appelle elliptique, parce qu'elle a une forme de ballon de rugby, tout simplement. Donc ça, c'est le devenir commun d'Andromède et de notre galaxie dans 6 milliards d'années à peu près. Et comme on connaît les trajectoires, il y a une barre d'erreur, mais c'est très 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 probable. Alors, par contre, revenez à ce moment-là, un petit peu avant, 3 milliards, parce que vous aurez un ciel absolument fabuleux. Au lieu d'avoir une voie lactée dans le ciel, vous aurez la voie lactée de Andromède qui va barrer la moitié du ciel. Alors c'est raté pour faire de la cosmologie, parce que pour aller voir dehors, il faudra voir au-delà d'Andromède, ça sera plus facile, plus difficile, mais par contre, vous aurez un ciel pour les romantiques absolument extraordinaire, avec une voie lactée gigantesque, ultra lumineuse, truffée de formations d'étoiles avec des constellations dans tous les sens, ça sera magnifique. Dans 3 milliards d'années seulement. Donc le destin de notre groupe, parce qu'il n'y a pas qu'Andromède et nous, Andromède et nous sommes les grandes galaxies, celles qui contrôlent tout leur environnement, mais toutes les petites galaxies qui sont autour de nous, les nuages de Magellan et j'en passe, on en a découvert une vingtaine à l'heure actuelle, alors qu'on en connaissait que 5 ou 6 il y a 10 ans. Donc on en découvre beaucoup, et vous voyez qu'elles vont se faire avaler par le même jeu de collision et de rencontres, elles vont se faire complètement avaler par le couple final Andromède-Voie lactée. Et ça va prendre du temps, ça va prendre 100 à 1000 milliards d'années à peu près, mais les lois de la gravitation sont simples, on peut projeter, il y a des chances que ça finisse comme ça, sans trop de difficultés. Alors pendant ce temps-là, ce groupe, qu'est-ce qu'il va faire? Il bouge. Il est en train de s'auto-détruire lui-même, mais il bouge quand même. Donc il va aller se promener, et il va aller se promener en direction d'un autre grand groupe de galaxies, beaucoup plus musclé que le nôtre. Nous, on est un petit groupe de galaxies avec, je vous ai dit, une vingtaine de satellites pour nous, une vingtaine pour Andromède, donc disons que ça se chiffre en dizaines, notre petit groupe local. Ici, on parle d'un groupe que vous voyez sur cette photo, vous pouvez compter quelques-unes des grandes galaxies, mais il y en a 2000. Donc vous êtes dans un groupe beaucoup plus monstrueux, donc il y a un pouvoir d'attraction gravitationnelle bien plus important. Il semble qu'on se dirige vers lui, et il semble qu'on soit en trajectoire de capture. Donc on risque d'aller finir dans ce qu'on appelle l'amas de la Vierge, un de ces jours. Donc un de ces jours sera assez dans le futur, tranquillement. Mais voilà la direction. Si je vous mets toutes les
les dispositions des galaxies telles qu'on les imagine mesurées aujourd'hui, quand je dis imaginer, c'est qu'on a mesuré la distance, on a mesuré la direction, donc on a remis ça en 3 dimensions. Je ne peux pas vous le montrer sur une photo parce que ça ferait trop de points, ça serait illisible, mais les gens nous ont fait des schémas pour nous aider à nous guider. Donc vous voyez qu'il y a des concentrations de galaxies, ce qu'on appelle des filaments, des rivières de galaxies qui se concentrent un petit peu sur des échelles de centaines de millions d'années-lumière autour de nous, et voilà le grand amas de Virgo qui est en train de nous attirer. Nous, on est le petit truc ici, là, qui n'a pas l'air de grand-chose, pourtant on est une quarantaine de galaxies. Hein. Donc, et on va, sur le temps de quelques dizaines de milliards d'années, on va faire un chemin phénoménal, c'est-à-dire qu'on va faire ce petit bout-là pour aller rendre visite à l'amas de Virgo. Vous voyez qu'on va pas loin. Donc, il reste quand même pas mal de choses autour de nous en dimension, pour vous donner un petit peu l'idée des dimensions autour de nous. Alors, ces grandes rivières, d'où viennent-elles? Il y a ce qu'on appelle ces filaments. Moi, je préfère rivière, c'est plus joli. Vous avez ces grandes concentrations sous forme de filaments. Ce ne sont pas des vues de l'esprit, je vais vous les montrer en direct. Vous les voyez ici, toujours cette reconstitution cartographique où on met toutes les photos de la Terre dans toutes les directions sur une seule carte, hein, comme les MapMonde d'autrefois vous montraient, ou les MapMonde qu'a montré Vincent hier avec la Terre dans 250 millions d'années. C'est la même chose, on a reconstitué toutes les positions de toutes les galaxies et on a montré en couleur ici, en fausse couleur, la distance des galaxies. Donc quand vous êtes près, elles sont en bleu, quand vous êtes à quelques 500 millions d'années-lumière, elles sont en vert, et quand vous êtes plutôt du côté du milliard d'années-lumière de la Terre, elles sont en rouge. Et vous voyez les concentrations grâce au jeu des couleurs et la perception rétinienne, vous voyez le jeu des concentrations qui vous montre ces grandes rivières tout naturellement, puisque vous voyez la 3e dimension grâce au codage couleur. Donc ces grandes rivières, voilà, il y a 13,3 milliards d'années. Donc en s'allumant, c'est-à-dire 400 millions d'années après le Big Bang seulement. Et donc ces étoiles en s'allumant sont les premières vraies lumières. Avant, c'était les lumières fossiles du Big Bang, qui étaient la chaleur intense du Big Bang. Ça, ce sont des nouvelles lumières qui sont apparues 400 millions d'années après le Big Bang et qui sont très importantes. Ce sont des étoiles extrêmement différentes des nôtres. Elles font aujourd'hui quelques dizaines de masses solaires, c'est le maximum. Ces étoiles-là faisaient 1000 masses solaires, beaucoup plus importantes. Elles vivaient beaucoup plus vite que le Soleil et elles ont ensemencé la matière des premiers atomes autres que l'hydrogène et l'hélium. Donc, ce sont des étoiles très importantes dans l'histoire de l'univers. Simplement, les lueurs infrarouges que je vous montrais sur l'image précédente, on n'est pas complètement sûr que ce soit les premières étoiles parce que les grands trous noirs au centre des galaxies se mettent en place à ce moment-là aussi. Ils pompent de l'énergie en avalant des étoiles, ils recrachent de l'énergie par des jets au centre, on peut en reparler une autre fois, et donc ça produit de la lumière aussi. Donc ces lueurs infrarouges de quelques centaines de millions d'années après le Big Bang sont peut-être les premières étoiles ou sont peut-être les premiers grands trous noirs qui se sont mis en place. On est sûr que les étoiles étaient là. On a eu cette année la chance, en plus exactement en avril 2009, mais on a travaillé dessus, c'est notre satellite Fermi sur lequel je travaille qui a trouvé ça. On a eu la plus lointaine vision d'une étoile. Par chance, elle a explosé, et elle a explosé donc le 23 avril pour nous, mais vous reculez l'histoire réelle de 13 milliards, 40 millions d'années dans le passé. Et donc ça a été un bond, parce qu'avant on connaissait les trucs jusqu'à à peu près 12 milliards 800 millions, et on est passé au-delà la barre des 13 milliards, complètement par chance. Et donc, quand elle a explosé, on l'a vu en rayon gamma, c'est ça qui nous a alerté. Le Fermi marche en rayon gamma. Vous voyez, en fait, c'est ce petit point rouge en optique. C'est pas énorme. Hein. Et en rayon X, elle est quand même beaucoup plus jolie. Donc, cette explosion, d'abord, elle a explosé. Elle faisait l'énergie de 800 explosions actuelles. Donc, c'est quand même un joli monstre hein, qui a explosé. Mais c'est surtout qu'elle nous dit qu'il y a des étoiles à cette époque-là. Et c'est ça qui est important. Donc si je remonte encore un petit peu le passé pour aller très rapidement dans le futur, voilà une image qui est connue mais qui a été relâchée au mois de juin cette année avec plus de finesse que précédemment, c'est la lumière fossile, vue toujours pareil sur la map monde de tout le ciel, la lumière fossile rémanente des lueurs, de la chaleur du Big Bang. Cette lumière fossile est partie il y a 13,75 milliards d'années,
moins 378 000 ans, puisqu'elle a été produite 378 000 ans. Vous voyez que tous les chiffres sont significatifs maintenant, c'est extraordinaire. 378 000 ans après le Big Bang. Si on appelle T égale 0 le Big Bang, cette lumière s'est séparée de la matière, et c'est pour ça qu'elle nous parvient aujourd'hui, 378 000 ans après le Big Bang. Donc c'est la plus ancienne lumière qu'on verra jamais. Avant, c'est le brouillard. La lumière ne nous parvient pas. Donc c'est la plus ancienne lumière, et toutes ces inhomogénéités qui sont repérées par des codages couleurs qui vont du bleu sombre jusqu'au jaune et au rouge, simplement qu'il y avait un petit peu plus de lumière, un petit peu plus chaude, ça veut dire qu'il y a un petit peu plus de matière. Pas beaucoup, c'est 1 pour 100 000 d'écart entre ce point-là et ce point-là. Donc, et ce tout petite ride du temps, comme elle a été appelée, ou ride de la matière à l'époque, ces toutes petites rides sur le visage pour Jean-Claude, ces petites rides vont donner toutes les galaxies, toutes les étoiles, et toute la structure, et toutes les rivières dont je parlais précédemment. Donc, comme on avait plusieurs lueurs, vous avez donc le Big Bang, temps égale 0, 378 000 ans, les premières rides de la lumière fossile qu'on aperçoit, donc grand-papa et grand-maman, là je bats tous les nombres de générations, on est tranquille, ce sont les vrais grands-pères et grand-mères pour nous, c'est la F combien et ces premières lueurs, soit donc d'étoiles, soit de grands trous noirs après, donc 400 millions d'années après, et tout ça va se structurer, se sculpter pour donner la foison de rivières et de galaxies et d'étoiles d'aujourd'hui. Alors si je repars dans l'autre sens maintenant vers le futur pour essayer de voir, sachant ce qui s'est passé un peu dans le passé, comment je peux projeter, pour projeter, on a plusieurs solutions. On sait que l'univers est en expansion. Ce qu'il y a, c'est qu'on avait espéré qu'il serait en expansion pour un certain temps et qu'il se recontracterait parce qu'il y a trop de matière dans l'univers et que du coup l'expansion est retenue par la gravitation qui n'a qu'une envie, c'est de ramener tout le monde ensemble. Eh ben non, on est parti sur ce scénario où on est non seulement en expansion, et probablement au moins pour un très très grand temps, mais on est en accélération d'expansion, c'est-à-dire qu'on est sur une courbe, si je dessine les distances en fonction du temps, les distances vont aller croissantes et de plus en plus vite. Donc les scénarios qu'on appelait le Big Crunch, à l'opposé du Big Bang, c'est-à-dire que tout le monde se rassemblait et on allait cycliquement aller faire un Big Bang, expansion, refaire un Big Bang, etc. Ce qui a une notion d'éternité quelque part, même si on passe à la trappe à chaque fois, c'est quelque chose qui n'est plus envisagé à l'heure actuelle. Pourquoi ? Parce que les chiffres sont confirmés cette année. Les chiffres dans l'univers dans lequel on habite sont des chiffres de fou. Les grands cosmologistes aujourd'hui disent on n'aurait jamais cru ces chiffres il y a quelques années, mais il faut bien se rendre à l'évidence. Toutes les mesures qu'on fait concordent, donc ça s'appelle le modèle de concordance. Mais personne ne comprend ce qui se passe. Parce que vous voyez ce camembert à l'état d'aujourd'hui, ça c'est le camembert d'hier. Le camembert d'aujourd'hui, vous avez 73% de l'énergie dans l'univers de nature inconnue. C'est celle qui fait que l'expansion accélère. Vous avez 23% d'énergie dans l'univers qui est liée à la matière, le E égale mc2 d'Einstein. Matière, énergie, c'est la même chose. Ces 23% de matière ne sont pas la matière de la table, de la maison, de la toile, de tente ou de l'air autour de nous, c'est de la matière de nature inconnue. Simplement, on sait qu'elle est là parce qu'on a besoin d'elle sous des effets gravitationnels. Elle est là, elle est présente, elle attire la matière connue. Mais on ne connaît pas sa nature. Ce ne sont pas des atomes, ce ne sont pas des neutrons, des protons et des électrons comme nous. Voilà nos électrons, nos protons. Nous sommes simplement 4,6% de l'énergie actuelle dans l'univers. Donc vous voyez qu'on est... En gros, on est arrivé à 95% de non connus dans l'univers. Donc, tout ce que je vais projeter maintenant, c'est à la base de considération, sachant qu'il y a 95% du contenu de l'énergie qui fait bouger tout, qui n'est pas connu. Donc, par contre, on a quand même des moyens de vérifier ce que je dis, parce qu'ici, vous avez des images prises par le télescope spatial dans le temps, à 3 milliards d'années dans le passé, 5 milliards, 6 milliards d'années dans le passé. Vous avez ces images de concentration de galaxies qui sont simplement plus bleues, plus vertes quand il y en a plus. Et vous apercevez peut-être qu'il y a des contours dessus, très mal. J'aurais dû tirer plus la photo. Ces contours vous montrent la quantité de matière noire, celle dont on ne connaît pas la nature. Et elle suit très très bien la matière visible. Donc ça veut dire que la matière visible est en train de surfer
dans l'attraction de cette matière noire, inconnue, invisible, mais elle est là, elle est en train de sculpter, de modeler l'univers, et si je l'enlève, on n'a pas l'univers actuel. Donc elle n'est connue que par son effet gravitationnel, mais il est sûr que cet effet gravitationnel est là, parce que si on l'enlève, on ne fait plus du tout les galaxies qu'on a autour de nous. Donc, et on la voit évoluer en plus. Elle était floue et elle devient de plus en plus cristallisée, faisant des structures de plus en plus petites, et donc des sculptures noires, puisque cette matière ne brille pas, elle ne nous envoie aucune information. Donc, si je projette du Big Bang à ce que va devenir cet univers, une expansion qui va aller en s'accélérant parce que cette source d'énergie noire appuie et fait gonfler l'univers plus vite que ce qu'on pensait il y a une vingtaine d'années. Donc ce qui va se passer, c'est que dans 1000 milliards d'années, alors là on fait un grand bond, hein, on parle de l'univers, donc les durées deviennent plus importantes. Cette très jolie photo, qui est la photo la plus profonde de notre ciel prise par le télescope spatial, vous avez 10 000 galaxies sur cette photo, vrai, hein, c'est pas un truandage. 10 000 galaxies contenant chacune des centaines de milliards d'étoiles. Donc, ce qui va se passer, c'est que la trame s'étirant, c'est l'espace qui grandit, c'est pas l'univers qui grandit dans un espace, c'est la distance entre les galaxies qui s'étend, et donc, ce qui va se passer, c'est qu'elles reculent tout autour de nous. Donc, localement, Andromède, notre petit groupe de galaxies, est sous contrainte gravitationnelle à rester ensemble, ils ne vont pas s'échapper, mais notre petit groupe va voir toutes les autres galaxies de l'univers et tous les autres groupes de l'univers dans les rivières de tout à l'heure s'éloigner, s'éloigner, s'éloigner. Et donc on va finir avec un ciel noir où il n'y aura plus d'autres galaxies que notre petit environnement très proche. Donc ça c'est pour 1000 milliards d'années à peu près. C'est un peu glauque, hein, c'est un peu sombre comme avenir. L'autre chose c'est que alors là on fait un bond, dans 100 000 milliards d'années, on aura consommé tout le gaz qu'on a actuellement à disposition pour faire des étoiles. Donc cette superbe photo qui a été prise cette année par un autre télescope sur lequel on travaille, Herschel à Saclay, qui a été construit même en grande partie à Saclay, qui vous montre un grand nuage de gaz dans notre galaxie dans lequel on a répertorié 700 lieux de formation d'étoiles en un seul cliché. C'est fabuleux. D'habitude, il fallait 20 ans pour en trouver 3 ou 4. Donc ici, tous les petits chapelets de choses que vous voyez, toutes les petites zones un peu lumineuses, ce sont des étoiles en formation. Revenez dans 100 000 ans, 200 000 ans, et vous verrez une étoile briller à la place de ce petit grumeau de gaz un petit peu plus chaud que le reste. Dans 100 000 milliards d'années, ce phénomène sera éteint. On aura consommé tout le gaz, il n'y aura plus de gaz à former pour former des étoiles. Donc plus d'étoiles. Les anciennes étoiles pourront briller encore, refroidir, mais on n'en formera plus de nouvelles. Donc de nouveau, quand les étoiles vont s'éteindre, on va se retrouver avec une image noire. Pour vous donner une idée de ce que ça sera, voilà un amas d'étoiles assez ancien, qui a des milliards d'années autour de notre galaxie. Et vous voyez ces petits points beaucoup moins lumineux. Ce sont les futurs soleils de demain, c'est-à-dire qu'eux déjà ont vécu longtemps. Et donc ce sont des petites étoiles, comme notre soleil plus tard, des naines blanches, qui vont simplement refroidir. Et pour refroidir, il vous faut à peu près 10 000 milliards d'années pour refroidir complètement. Donc après l'extinction de ces dernières étoiles allumées, donc 100 000 milliards d'années plus 10 000, vous allez avoir simplement un ciel sombre autour de vous. Qu'advient-il des planètes? Les planètes vont avoir un destin simple, ou bien elles vont tomber sur l'étoile centrale pendant qu'elle refroidit, parce que la gravitation perd de l'énergie, donc par onde gravitationnelle, donc vous allez tomber, ou bien au gré de passage d'étoiles pas trop loin de nous, les planètes seront éjectées. L'échelle de temps est 1 million de milliards d'années à peu près, pour que toutes les planètes soient avalées par leurs étoiles, ou se promenant dans le vide intersidéral toutes seules. D'autres choses, les étoiles, c'est la même chose. Ou bien elles vont tomber sur le trou noir central de la galaxie, ou bien elles vont aller se balader entre les galaxies et elles vont, comme ça, partir toutes seules. Mais comme vous allez éteindre petit à petit, là on en est à 10 milliards d'années, pour que toutes les étoiles se fassent désagréger des galaxies. Mais ça vous pose quand même un sacré problème d'énergie. Il n'y a plus d'étoiles, il n'y a plus de lumière. On capte quoi comme énergie? Donc quand on avait sorti ces premières théories, le Times s'en était emparé en disant ça va être le grand froid.
Et là, c'est la vraie crise de l'énergie, là, parce qu'on ne passe pas sur une énergie alternative. Il n'y a plus rien. Si, il reste quelque chose. Qui est-ce qui va à notre secours? Les grands trous noirs. Donc si on a encore une planète sur laquelle habiter et aller se projeter, il va falloir qu'on promène notre planète pour aller la mettre près d'un grand trou noir. Parce que ces grands trous noirs, soit sont des galaxies, soit des vestiges d'étoiles, eux ont encore la capacité d'avaler de la matière fossile, qui est inerte, qui n'émet plus de lumière, mais eux ont encore la capacité de produire de l'énergie avec la gravitation. Donc ça, vous en avez des réserves pour plusieurs milliards d'années. Simplement, il faut aller la chercher. Là, ça commence à devenir un petit peu plus problématique. Donc ces grands trous noirs ne sont pas éternels, et j'en finirai là. Ces grands trous noirs, vous voyez leur échelle de temps, ça va être le 10 000 milliards de milliards de milliards de milliards d'années. Mais ça se calcule, sans problème. Donc, ils vont s'évaporer petit à petit, eux aussi. Alors, tout ce que je vous ai raconté, il y a 2 bémols, je vous ai dit 3 bémols. 95% de l'énergie qui n'est pas connue. Donc, on a changé le scénario violemment il y a, en 2000, quand on s'est aperçu qu'il y avait une accélération supplémentaire et cette énergie noire de 73% dans l'énergie, dans l'univers. On peut encore changer. Pas pour facilement, mais c'est possible. Si on change les lois de la physique, on les changera. L'autre bémol important, c'est que j'ai tenu compte du fait dans tous ces calculs, enfin je les ai pris, hein, ce sont les collègues qui font, que la matière, les protons, les neutrons avaient une durée de vie infinie, ce qui n'est pas forcément le cas. On peut chiffrer à 10 millions de milliards la possibilité que les protons qui font les atomes se désagrègent. Et s'ils se désagrègent, bah, vous n'en aurez plus dans ces temps-là. Donc auquel cas, vous perdrez la matière dont nous sommes faits bien avant ce que j'ai raconté. Et d'autre part, la réponse à la question de Jean-François hier, le devenir et l'avenir sont 2 choses différentes. L'univers a un avenir, c'est sûr, mais il n'a peut-être plus de devenir, et il n'aura plus de devenir dans 10 millions de milliards d'années. Pourquoi? Bah parce que toutes ces formes d'énergie se seront désagrégées dans des choses simples et seront uniformément réparties partout. Or, toutes les machines, on le sait depuis la révolution industrielle du 18e et du 19e siècle, c'est le fait qu'il y ait une source d'énergie chaude et une source d'énergie froide. Et on fait passer de l'énergie de l'un à l'autre, on le dit tous à l'école, c'est un transfert d'énergie qui fait qui donne un moteur à une évolution. Si vous répartissez le peu d'énergie qui reste uniformément, ce qu'on appelle le grand gel, c'est la mort du devenir. L'univers ne pourra plus évoluer. C'est-à-dire qu'il pourra continuer à exister, mais il ne pourra plus évoluer. Donc le devenir a une fin, du moins dans l'univers. Et donc pour finir sur une note un petit peu plus amusante, il y a une solution, c'est qu'il faut épargner notre énergie, ça les écologistes nous le disent assez, mais vous n'aviez peut-être pas pensé que c'était aussi grave que ça. C'est le fait qu'il faut l'économiser maintenant si on ne veut pas que le grand gel dans des milliards d'années ait tout consommé. Parce que la soirée d'hier soir, on s'est agité, on s'est amusé comme des petits fous, on a consommé une entropie pour les physiciens qui sont dans la pièce phénoménale. Donc cette entropie, on a fait augmenter l'entropie de l'univers et quand elle sera maximum, ça sera le grand gel et on sera fini. Donc la solution de Garfield, c'est retourner sur vos oreillers, ne faites rien et surtout ne consommez pas d'énergie. Donc c'est la meilleure des solutions. Voilà. Un petit peu, et simple. Oui, non, j'ai oublié de dire une chose. Si l'énergie, tout ce que je vous ai raconté, c'était si l'énergie noire était constante, elle ne changeait pas. Si l'énergie noire avait des propriétés qui font que dans le futur, elle est plus importante, alors là, tout ce que je vous ai raconté s'accélère très très vite. Et donc, les galaxies vont se déchirer, les étoiles vont se déchirer, toute la matière va se déchirer dans des échelles de temps qui sont beaucoup plus courtes, puisque ça sera que 1000 milliards d'années, et non pas les milliards d'années dont j'ai parlé. Et j'ai repris l'image de Jean-Claude Bénard pour essayer de vous évoquer le déchirement de la matière qui pourrait arriver dans ces époques-là et qui affectera tout, la matière subatomique aussi bien que la matière, interstellaire. Merci. Merci pour ce brillant exposé qui nous a
éloigner d'ici maintenant. Vraiment un voyage dans un autre monde. Et nous allons à présent donner la place à l'art avec Christian Loubet, qui est notre historien des arts et des mentalités, ou des mentalités et des arts. Dans quel ordre? Je profite de la minute de bruit, là, pour vous donner une information importante. Nous reprenons à 15h30 cet après-midi. Pour ceux qui comptent faire toute la journée, sachez que le programme est légèrement modifié par rapport aux autres années. Nous reprenons un tout petit peu plus tard. Je voudrais aussi profiter de ce moment d'inattention de votre part pour remercier les bénévoles qui font un travail extraordinaire, invisible. Il y a des techniciens qui n'ont quasiment pas dormi, qui sont là ce matin. Il y en a qui ont fait le ménage avant de commencer. Il y a vraiment un travail qui est invisible et qui fait que ce colloque, depuis 20 ans, perdure. Et je crois qu'on peut les applaudir. T'es prêt? Christian, tu es prêt? C'est bon? Ouais. Alors, Christian Loubet est avec nous depuis le début. Et il a l'art de faire défiler en un temps record un nombre extraordinaire de tableaux et de nous les faire vivre d'une manière complètement personnelle qui vraiment, ça vaut le coup d'œil. Je vous le laisse. D'accord. Merci. C'est celui-là.